Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Cyril Di Palma, je suis le délégué général d'une association qui s'appelle Génération Numérique et qui intervient majoritairement en milieu scolaire et notamment dans l'enseignement libre pour aller contribuer à éduquer les jeunes, les enfants, les ados au bon comportement sur les réseaux sociaux, mais aussi en organisant des réunions pour les parents d'élèves et les professionnels de l'éducation pour les aider aussi à mieux évoluer dans un monde qui devient de plus en plus numérique. Et ben vous prenez des photos, moi aussi. Il n'y a pas de raison. C'était pas moi? Eh ben je serais dessus. En plus. Voilà, c'est simple. Bien, bonjour à tous. On nous a demandé de réveiller après la digestion. Bah voilà. Alors, on va vous demander de lever les bras, de vous lever, etc. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Donc, en plus la Bretagne est là, donc voilà, quand même. Comme j'en fus pendant une époque, c'est bien. On a des amis. Bonjour à tous, à toutes. Donc, moi, je suis Bruno Devauchel. Je fus enseignant au lycée professionnel. Je fus formateur universitaire. Et je continue toujours à m'intéresser aux questions du numérique éducatif par lesquelles on va commencer en direct, puisque moi, j'interviens très, très fréquemment et depuis très longtemps auprès des enseignants, des élèves, des personnels de direction, dans l'enseignement catholique et ailleurs aussi, en France et à l'étranger. Voilà. Donc je vais tout de suite me déplacer vers la chaire pour... moi je suis cachée, oui. Mais je voudrais dire bonjour. Zut, on a oublié. Bonjour en plus, à tous. c'est Saint-Christophe, donc Voilà. il fallait le trouver. Et moi je suis Christine Sylvain de la Mutuelle Saint-Christophe. Je suis la responsable du pôle enseignement et j'encadre et j'accompagne l'ensemble des équipes commerciales qui œuvrent tous les jours auprès des établissements, des appels, des OGEC, chefs d'établissement et autres instances départementales, régionales, nationales qui œuvrent à la Mutuelle pour le compte de l'enseignement. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Alors, on va donc maintenant commencer. Une précision, non? Non, allez-y. C'est bon. Alors, juste une précision par rapport à notre intervention. Notre intervention, enfin, mon intervention en particulier, va porter plus sur les pratiques des enseignants que sur la question des parents. Simplement, par rebond, évidemment, et on le sait pour ceux qui ont des enfants qui ont été archi-confinés et qui n'ont pas eu le droit d'aller à l'école pendant un certain temps, il a fallu qu'on se transforme aussi en enseignant ou en aide-enseignant, et donc ce sera aussi l'occasion d'évoquer ces questions-là, si vous le souhaitez. Et puis on pourra prendre des questions nombreuses et multiples après nos trois interventions. Voilà. Alors, je vais essayer tout de suite. Voilà. La place du numérique dans l'enseignement. La question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous avons comme transformation majeure qui nous impose cela? La première transformation, c'est que c'est fini de discuter. Vous savez, il y a des gens qui vous disent « Ouais, mais faudrait pas ». La question n'est plus là. La question, c'est que on le constate au quotidien. Et lorsque vous êtes dans une salle de classe, eh bien, vous avez devant vous des joyeux bambins qui, parfois, très tôt, ont dans les mains des smartphones et autres appareils. En général, actuellement, le début, c'est CM1. D'accord, pour les premiers. Et puis la totalité, on peut dire qu'en sixième, actuellement, tous les enfants quasiment sont équipés. Je dis bien quasiment. Ça va à 80-90%. Deuxième élément, le problème, c'est que pour nous aussi, en tant que parents, en tant qu'adultes, en tant que professionnels, ça nous touche aussi parce qu'on est contraint d'utiliser ces technologies. On a cette contrainte-là. Et donc, comme on a cette contrainte-là, on a l'impression aujourd'hui que c'est inéluctable et que, de toute façon, c'est un progrès et que ces progrès, eh bien, on fait avec. On l'accepte, voire même on l'encourage. Certains d'entre vous, peut-être, travaillent dans ce secteur professionnel et donc participent du développement et de la vente de ces solutions, de ces services. À ce titre-là, évidemment, le monde scolaire a commencé très très tôt en fait à réfléchir à la question du numérique. Le monde scolaire a commencé dès les années 60, avant même qu'on en parle dans le grand public. Et c'est d'ailleurs un des problèmes qui s'est posé, c'est qu'on a réfléchi, on a longuement réfléchi, on continue d'ailleurs encore de réfléchir aujourd'hui, et que probablement on n'a pas été peut-être à la hauteur de ce que nous aurions pu faire. En tout cas, du monde du travail au monde familial, le numérique s'est répandu comme une traînée de poudre on peut dire, en 40 ans.
hein, 40 ans, vous prenez 1980, début des ordinateurs individuels démocratisés, vous regardez aujourd'hui, eh bien en 40 ans, c'est arrivé jusque dans toutes les familles. Hein, les taux d'équipement, vous prenez les enquêtes Credoc et autres et vous verrez. Donc, il y a eu ça, mais en même temps, le monde scolaire est resté hésitant. C'est-à-dire que les politiques ont toujours eu une façon d'aborder les choses qui était on va le faire, mais il faut être prudent. Donc, ils sont restés très prudents. Ce qui fait qu'on a eu, lors du confinement en particulier, un beau bazar. Un beau bazar qui était que, finalement, on n'avait pas anticipé, mais on n'avait pas non plus intégré réellement le numérique. Et il suffit de voir dans les établissements scolaires comment ça s'est passé pour le comprendre. Alors, c'est pas très grave, parce que, en fait, les gens sont assez intelligents pour s'adapter, mais on aurait pu éviter cela. Alors, ce qui s'impose au monde scolaire. Au monde scolaire, c'est d'abord, n'oublions pas qu'il y a des gens qui savent faire déjà depuis très longtemps, c'est l'enseignement professionnel et technique. Pour avoir été moi-même professeur en lycée professionnel, je peux vous dire qu'à l'époque, ça fonçait sur ces questions-là. On en faisait d'ailleurs, on faisait impression auprès des entreprises, par exemple, qu'on avait comme partenaire pour nos élèves. Donc le monde de l'enseignement technique et de l'enseignement professionnel a toujours eu une vigilance très forte là-dessus. Mais c'est l'autre côté de l'enseignement, c'est-à-dire l'enseignement général, qui lui a eu beaucoup plus de difficultés. En tout cas, elle est restée assez marginale dans l'enseignement général, hein, école, primaire, collège, lycée. Alors d'abord, à cause de nombreuses difficultés techniques, alors là, quand vous allez dans les établissements scolaires, c'est la première chose que vous entendez, hein, ça marche pas. D'accord, ou ça marche pas comme on voudrait que ça marche. Mais on pourra rentrer dans le détail. Deuxième chose, il y a d'autres priorités. Hein, vous êtes là dans une rencontre annuelle ou qui aurait dû être annuelle ou bisannuelle, qui montre bien l'éventail des questions qui se posent, et l'éventail des questions qui se posent aux parents, qui se posent aux adultes, qui se posent aussi à l'école. Qu'est-ce qu'il faut mettre en priorité? C'est bien une question. Et puis, évidemment, la ligne à suivre a été trop hésitante. Entre 2015, où on décide de mettre des ordinateurs à tout le monde à la classe de 5e, et puis 2018, où on dit on arrête tout et on interdit le téléphone portable, sauf pour quelques exceptions, et puis après ça, maintenant, où avec territoire numérique éducatif, le ministère dit, eh bien, il faudra en remettre un peu partout. Bon, voilà. Donc, on voit bien qu'on est toujours dans l'hésitation, et que, alors, je vais faire un focus un peu plus large en disant, attention, il ne faut pas confondre ce qui se passe dans l'enseignement public et ce qui se passe dans l'enseignement privé sous contrat. Pour une raison simple, c'est que dans l'enseignement public, il y a des contraintes légales qui pèsent, confère la loi d'orientation de 2013 qui précise ce que doivent faire les collectivités et autres. Or, ça ne s'applique pas directement à l'enseignement privé sous contrat. Du coup, on a bien plus de disparités dans l'enseignement privé sous contrat que dans l'enseignement public. Et ce n'est pas simple pour les acteurs de terrain. Pour avoir fait pas mal d'enquêtes sur le terrain dans les établissements scolaires, je peux vous dire que là, il y a de quoi faire. Alors, 3 entrées sont privilégiées actuellement dans l'enseignement. D'abord, la discipline, l'informatique comme discipline. Ça, c'est dans les programmes dès l'école primaire, puisque si vous regardez le socle, vous avez, et dès les premières classes, on sensibilise les jeunes, les enfants, dès la maternelle, hein, c'est marqué, sensibiliser à comprendre ce qui se passe. Très vite, on arrive au code, à l'apprentissage du code, de la programmation. Et puis, en classe de seconde, on met en place une discipline, sciences numériques et technologies. Et on met une filière de formation, une filière en première et terminale, hein, sciences numériques et informatique, qui amène à présenter cette option au bac, cette spécialité au bac. Deuxième élément, les compétences d'usage. Alors ça, c'est pas nouveau, ça remonte au début des années 2000, c'était le brevet informatique Internet, et aujourd'hui, ça s'appelle PICS ou CRCN. Alors, on aime bien les acronymes. Alors, PICS, c'est pas un acronyme du tout, c'est le nom d'une entreprise, d'une start-up d'État qui fonctionne, mais CRCN, c'est le cadre de référence des compétences numériques. D'accord? Autrement dit, mais c'est la même chose, hein. C'est la même chose, sauf que c'est pas le même nom. L'un, c'est pour le scolaire, alors que le PICS, lui, c'est plus une entreprise qui vend un service national. D'ailleurs, il ne le vend pas que à l'école, il le vend aussi aux entreprises, il le vend aussi aux administrations qui veulent qualifier leur personnel. Et puis, le troisième point important, et on a vu combien il était important récemment, c'est l'éducation aux médias et à l'information. Et donc là-dessus, il y a tout un pan de travail essentiel. Alors, quelques repères d'action. Oula, j'étais peut-être un peu vite. Non, c'est ça. Quelques repères d'action récentes. Alors, comme je disais tout à l'heure, eh bien, dans les actions récentes, 2015, le plan Hollande,
des tablettes dans tous les établissements scolaires ou des ordinateurs portables à partir de la classe de 5e. Voilà, arrêtez. On a eu TNE, Territoire numérique éducatif, et aujourd'hui ce qui sort beaucoup c'est SNEE, c'est Socle numérique des établissements d'enseignement. C'est-à-dire que c'est une sorte de cahier des charges qui est donné, qui dit, voilà, pour un établissement type, il faudrait tant d'appareils, tant de vidéoprojecteurs, tant de... etc., qui définit, je dirais, le socle qu'il faudrait avoir par établissement. Là encore, la question c'est, pour l'enseignement privé, qui finance ou qui ne finance pas. C'est le problème. Alors, il y a le développement évidemment de cadres logiciels, avec un qui est très important, qui a fortement transformé la pratique enseignante et l'accès des parents, c'est le fameux cahier de texte numérique. Ce cahier de texte numérique qui a été rendu obligatoire dans tous les établissements scolaires en 2010 est aujourd'hui, pour les parents, pour les élèves comme pour les enseignants, une passerelle particulièrement importante pour dans la continuité des apprentissages scolaires. Alors, c'est en général lié à un environnement numérique de travail, et puis c'est lié aussi à la gestion de la vie scolaire, c'est-à-dire les retards, les absences, les punitions, les autres problèmes qui se posent dans l'école. En général, il y a quelque chose qui s'est développé de ce côté-là. Alors, en plus, il y a une multiplication des ressources. Alors ça, c'est un vrai problème. Beaucoup d'enseignants accèdent, comme des parents, à un nombre incroyablement important de ressources, de toutes sortes, dans toutes les disciplines, mais on ne sait pas où trouver les choses pertinentes. Il y a eu une époque un label qui s'appelait RIP, reconnu d'intérêt pédagogique. Aujourd'hui, il a disparu. Puis en même temps, les gens qui ne sont pas qualifiés, ils disent « Ouais, c'est bien gentil, mais c'est pas tout à fait, c'est pas vrai. Puis moi, j'en ai un qui est mieux. » Donc, le bazar. Alors, il y a le développement des personnels d'accompagnement. Alors, dans l'enseignement public comme dans l'enseignement privé sous contrat, il y a des moyens qui sont donnés par les rectorats pour financer des morceaux d'activité de quelques enseignants. Dans les collèges, ça s'appelle des RUPN. En fait, ce sont des enseignants en charge de l'accompagner la pédagogie avec le numérique. Et dans le primaire, ça s'appelle des ERUN. Dans l'enseignement privé sous contrat, c'est un petit peu différent, mais le principe est le même, c'est-à-dire qu'il y a des dotations rectorales qui permettent soit de fournir un poste à temps partiel, soit de fournir une rémunération complémentaire, en particulier dans le second degré. C'est comme ça que ça se passe. Et on en trouve beaucoup dans l'enseignement privé sous contrat. Je suis intervenu il n'y a pas très très longtemps pour ceux d'Ille-et-Vilaine, par exemple, qui se posaient des questions justement sur leur rôle et la place qu'ils ont dans l'établissement scolaire. Ils sont très importants, ce sont des chevilles ouvrières essentielles, en particulier dans le second degré. Alors, attention, évidemment, le cadre légal qui est issu de la loi Fallou n'arrange pas vraiment les choses. Alors, allons plus près encore dans nos établissements. Alors, ce qui est terrible, si vous voulez, c'est que ça dépend d'une volonté qu'il y a de développer les pratiques et les équipements. Je suis allé à Granville il y a près d'une dizaine d'années. Le chef d'établissement avait fait acquérir des tablettes pour tous les enseignants. Peu de temps après, je vais à Gorges, à côté de Nantes, et là, c'est le chef d'établissement qui fait acheter, et vous êtes un certain nombre d'entre vous où c'est peut-être arrivé, qui fait acheter, moyennant une cotisation annuelle de tant pour cent, une tablette ou un ordinateur portable. Et puis je suis à Chantenay l'autre jour, à côté de La Roche-sur-Yon, et qu'est-ce que je vois? Le chef d'établissement me dit, ben voilà, la région nous dote systématiquement pour les classes de lycée et de lycée professionnel et de lycée général, dote dès la première année d'un ordinateur portable, et ils vont le faire pendant 3 ans. Donc première, deuxième, troisième année, ils vont recommencer le cycle après. Donc on voit bien, et enseignement privé compris, parce que en Loire-Atlantique, comme dans les Pays de la Loire en général, la parité fait que les collectivités territoriales sont plus sensibles qu'elles ne le sont. On en discutait ce midi avec dans la Somme, par exemple, ou dans les Hauts-de-France, où ça semble plus compliqué, mais pas partout. Et puis pas dans tous les niveaux. Pour ceux qui sont à Paris, dans l'Île-de-France, il y a eu le grand plan pour les lycées. Dans l'Est, il y a eu le plan lycée 4.0 qui touchait tous les lycées publics et privés. Donc on voit bien cette disparité est incroyablement importante. Et si vous allez dans les Landes, l'enseignement privé n'a le droit à rien. C'est simple, la collectivité ne finance rien. Alors, cette volonté qui dépend et du chef d'établissement, de l'équipe, ou de la collectivité, et parfois des deux, et parfois c'est en contraire l'un avec l'autre, fait que, globalement, qu'est-ce qu'on observe? Une généralisation des équipements de visualisation, c'est-à-dire les tableaux blancs,
les vidéoprojecteurs et éventuellement ce qu'on appelle aussi les visualiseurs. Les visualiseurs, c'est la petite caméra qui permet de projeter un texte ou une expérience ou un objet qu'on veut montrer aux élèves. Ça, c'est généralisé. J'ai fait une enquête sur la région parisienne auprès des enseignants de primaire que j'avais en formation, qui sont des jeunes profs, sur 150, ils avaient tous accès à un outil de visualisation dans leur classe. Par contre, aucun n'avait la possibilité de faire travailler ses élèves directement sur ordinateur ou sur tablette dans la classe en direct. Donc ce qui montre bien, vous voyez, les niveaux d'équipement sont extrêmement variés. On est dans le primaire. Alors, il y a un respect des directives, mais il y a des réticences. Alors, elles sont les mêmes dans le privé et le public. Sur le brevet informatique et Internet, c'était le bazar le plus complet pendant 20 ans. Pour le cadre européen des langues, ça a été la même chose. Jusqu'au collège, jusqu'à la fin du collège, ça a été très difficile de faire passer ces directives-là. Donc l'enseignement catholique n'a pas été différent des autres, et il avait pourtant le même impératif. Alors, il y a une volonté de montrer, mais il y a des difficultés à faire. Alors, les problèmes rencontrés sur le terrain, c'est de l'équipement et des infrastructures difficiles à gérer. Les infrastructures, vous savez, c'est tout ce qu'on ne voit pas, mais qui permet que ça marche. C'est-à-dire les fils, les serveurs, les connexions Internet, etc., etc. Et souvent, je peux te dire que c'est compliqué. Alors, évidemment, il faut aussi parfois avoir des ressources techniques. Et les ressources techniques ne sont pas toujours à portée de la main. Il n'y a pas toujours quelqu'un... Par exemple, un établissement scolaire ne peut pas forcément payer quelqu'un pour faire en sorte que ça fonctionne. Donc parfois, il sous-traite à une entreprise, mais l'entreprise n'est pas forcément aussi disponible. Et puis, il y a la distance, il faut y aller. Donc, vous voyez que ça peut être compliqué. Alors, grande disparité selon les établissements et relative frilosité d'une grande partie des enseignants. Au vu de cela, les enseignants disent « Attendez, il faut que ça marche. Parce que s'il faut que j'attende une demi-heure au début de cours pour faire en route le truc, j'y vais pas. » Et ils ont raison. Ils ont raison. S'ils veulent que les jeunes apprennent, il ne faut pas que ce soit aussi compliqué à mettre en œuvre. Alors, il faut quand même établir des distinctions entre les niveaux d'enseignement. En maternelle, on est amené à prendre conscience. En élémentaire, on passe de l'usage au langage. En collège, on passe au code et au décodage. Et on prend un peu d'EMI. Et en lycée, on va vers la science informatique et numérique. Cette évolution-là, elle est aujourd'hui dans les textes. Selon les disciplines et les objets d'enseignement. Alors, il ne faut jamais oublier que c'est dans les disciplines que se trouve le vrai problème, dans les disciplines d'enseignement, en particulier dans le second degré. Donc, les matières générales scientifiques et spécialisées, donc sciences physiques, SVT, etc., sont en général très bien engagées là-dedans, mathématiques sont très bien engagées, voire même éducation musicale et éducation artistique. Par contre, dans les matières techniques liées au métier, on a aussi peu de problèmes. Parfois des problèmes d'argent, mais on a en général de l'équipement parce qu'on prépare les jeunes au métier. Là où ça pose problème, c'est dans les matières générales transversales, parce que dans les fondamentaux, aujourd'hui, le numérique n'est toujours pas considéré comme un des fondamentaux, parce que on pense qu'il y en a d'autres avant. Alors ça se discute, lire, écrire, compter, c'est évidemment important, mais aujourd'hui, malheureusement, qu'on le veuille ou non, un jeune qui arrive à l'école primaire a parfois quelques heures d'écran au compteur, mais Cyril nous en parlera tout à l'heure. Alors, selon les établissements, il y a des diversités. Ça exprime aussi la diversité de l'enseignement catholique, ce qui fait que si vous êtes appelé à déménager, à changer vos enfants d'établissement, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Alors, dans les classes possibles avec et sans le numérique, des possibles. Alors, je ne vais pas détailler tout ça, mais je vais vous donner un peu. Donc, plusieurs tendances. On développe effectivement, ce qui se développe le plus, c'est ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire l'illustration avec un vidéoprojecteur. On essaie d'intensifier les salles informatiques, mais les salles informatiques, elles posent problème. Il faut les réserver. Alors, parfois, on a des chariots. Il faut les réserver aussi. C'est compliqué. Le mieux, ce qu'on voit fonctionner le mieux dans les classes, c'est lorsque c'est dans la classe et que l'enseignant a ça à la main. Et j'ai vu ça, par exemple, dans des profs de SVT qui avaient réussi dans le labo, parce qu'ils ont un labo aussi quand même, d'ajouter du matériel informatique qui fonctionne. Évidemment, l'idéal, c'est quand chaque élève peut accéder à un appareil. Mais quand, comment, quoi, qu'est-ce, on pourra en rediscuter. C'est tout un objet de débat en ce moment. Des pratiques pédagogiques variées et didactiques plus précises. En gros, c'est lié au programme et puis c'est aussi lié aux moyens. Donc on va voir un peu ce que ça donne après, mais je dirais que pour l'instant, on reste quand même avec cette diversité énorme qui fait que finalement, le numérique dans les classes à l'école primaire, collège, lycée est très perso-dépendant en fait. C'est très perso-dépendant, puis local-dépendant.
Alors, la découverte de numérique, hein, à l'école primaire, c'est une prise en main qui associe aussi bien qui associe les attentes des parents et l'envie de découverte. Alors là, je parle du côté des enfants, du côté de ce que l'on peut faire comme mission éducative. Les parents ont une attente aussi vis-à-vis de la prise en main. Certains disent il n'en faut pas, d'autres disent il en faut, disent il y en a trop à la maison. C'est un débat. En tout cas, il y a une vraie question là-dessus. Et surtout chez les enfants, il y a une envie de découverte. Au collège, c'est considéré comme une fenêtre qui s'ouvre pour les enfants. Hein, prise de distance face au monde adulte. Ça, c'est la caractéristique des élèves. Mais en même temps, une démarche de découverte. Les jeunes utilisent le numérique pour découvrir le monde, avec évidemment les dérives possibles. Au lycée, il y a une construction des logiques d'usage. Alors ça, c'est des enquêtes que j'ai menées, moi, sur le terrain, en France et à l'étranger. En gros, ce qui est particulier au niveau du lycée, c'est-à-dire en gros, entre 15 et 18 ans, c'est que les jeunes construisent fortement leurs pratiques par les groupes de pairs. Et évidemment, ils se donnent des règles, hein, et en fait, ils utilisent aussi bien le numérique comme espace de respiration à eux, mais aussi en même temps comme système pour pouvoir s'organiser entre eux. Pour le mieux, mais parfois pas pour le mieux. Attention à distinguer aussi un élément important, quand vous êtes en tant que parent, distinguer un intérêt, une curiosité, une passion, et là je bascule, la dépendance et l'addiction. Parce que trop souvent, on va à l'addiction alors qu'on est parfois dans une passion. Et des passions qui peuvent être très constructrices et très constructives d'itinéraires de formation professionnelle. Je vais terminer maintenant sur les responsabilités. Alors, la première responsabilité des enseignants est éducative, avant même d'être didactique. En gros, c'est de ne pas laisser les élèves seuls. Parce que le problème, c'est que tout le monde n'a pas la même façon d'éduquer. Tous les parents ne fonctionnent pas de la même façon, n'ont pas les mêmes disponibilités. Selon le type de travail que vous avez, selon le type de vie que vous avez, eh bien, vous n'avez pas forcément la possibilité d'accompagner au quotidien tout le temps vos enfants. Du coup, les enseignants ont aussi le devoir de ne pas les laisser seuls, mais dans un autre sens, c'est-à-dire de leur permettre de construire du sens. Aider les élèves à comprendre et à développer aussi des approches critiques. C'est très important. Et des enseignants me disaient lundi dernier qu'ils regrettent de ne pas avoir assez de temps pour faire cela, parce que ça prend du temps. Assurer la continuité avec le travail en dehors de la classe et à la maison, ça, c'est une nouveauté qui est apparue avec le confinement, où on a vu, tiens, ils font du travail à la maison. Et puis, avec les gens qui font de la classe inversée aussi. Ils se sont dit, ah ben oui, tiens, on pourrait peut-être travailler différemment. Les enseignants expérimentent et s'organisent, donc, ils développent des recherches-actions. Alors ça, c'est une nouvelle modalité de formation qui est de plus en plus portée au sein de l'enseignement catholique. C'est-à-dire qu'on ne fait plus de la formation dans un coin, on fait des recherches-actions pour essayer d'améliorer localement les choses. Évidemment, il y a l'exemple de la classe inversée, il y en a d'autres. Alors, on a aussi du développement de l'hybridation, mais aussi de l'accompagnement. Alors, pour l'instant, on est dans une période de reflux. C'est-à-dire qu'on est trop content d'avoir enlevé le masque ou d'avoir enlevé les contraintes, et on a envie peut-être d'aller ailleurs. Donc on attend un petit peu, mais cette hybridation, elle va nous revenir un moment ou à un autre à travers des pratiques pédagogiques complémentaires. Évidemment, n'oublions pas chez les enseignants la capacité de résilience face à des situations non prévues. Et surtout, ça vaut pour les parents comme pour les enseignants, la nécessité d'un accompagnement personnalisé. Accompagnons nos enfants, accompagnons les jeunes dans le développement, mais accompagnons-les en ayant soin de la personne et des différences de façon de faire. Car vous avez des enfants qui sont extrêmement vulnérables, et là, Cyril va pouvoir nous expliquer ça aussi à travers ses travaux, hein, des enfants très vulnérables, puis vous avez des enfants qui vont très bien, qu'on va accompagner tranquillement, et puis qui, quand ils auront un problème, ils viendront vous voir. Et c'est toujours rassurant de savoir, quand un enfant a un problème, il vient voir ses parents, il leur demande « Est-ce que tu peux m'aider ?» Merci de votre attention, et puis je vais laisser la parole à Cyril. Bonjour, vous m'entendez bien? Tant mieux. Bravo d'être parent. Si vous êtes là, c'est que vous êtes parents ou grands-parents. Enfin, vous y êtes passés. Et c'est un job. Hein. Alors en plus, quand on évolue dans un monde numérique, ou surtout ces enfants et ces petits-enfants évoluent dans un monde numérique auquel on pipe pas grand-chose, c'est encore plus un job. Alors, je voulais vous poser une question au départ. C'est parmi vous qui a un compte au moins sur un réseau social?
Alors, sur Facebook, gardez la main levée. Insta, Snap, TikTok. Voilà. Donc vous êtes des adultes. Alors, aujourd'hui, on a pour ambition de parler de l'apprentissage à l'heure du numérique. On a tous nos téléphones, on a tous une tablette ou un ordinateur, on est constamment ou presque sur les réseaux sociaux, sur Internet d'une manière générale. Pour y faire quoi? Pour se comporter comment? C'est pas toujours évident déjà pour nous, mais alors pour nos enfants, c'est encore plus compliqué. C'est encore plus compliqué, pourquoi? Parce qu'ils peuvent être lâchés dans ces mondes numériques d'une manière un peu autonome. Vous avez tous appris à faire du vélo, vous avez certainement tous appris à vos enfants à faire du vélo. Quand vous leur avez appris à faire du vélo, vous avez commencé comment? En leur expliquant qu'il y avait les pédales, il fallait appuyer dessus pour avancer, il y avait les poignées de frein pour s'arrêter, vous leur avez mis un casque et des protections éventuellement, et puis vous les avez mis sur un trottoir, puis vous les avez laissés expérimenter de manière progressive pour qu'ils puissent après aller dans des impasses, aller dans la rue, tout en leur expliquant qu'il y avait un environnement autour d'eux. Et en quoi le numérique c'est différent? Pas du tout. C'est pas du tout différent en fait. Il faut considérer. Alors on est mal placé parce que nous on n'est pas des digital natives, on n'est pas né avec. On a vraiment le monde réel et le monde numérique. Il ne faut pas dire virtuel parce que ce n'est en rien virtuel. Alors qu'eux sont nés dans leur monde numérique très rapidement. Et la continuité de leur journée, vous le voyez bien quand ils rentrent à la maison, ils sont encore sur leur téléphone à communiquer avec leurs potes pour les devoirs ou autre chose. Mais de la même manière que nous, on prenait le téléphone filaire et qu'on composait sur un cadran, puis après il y a eu les touches pour appeler nos copains et nos copines aussi. Donc en fait, l'adolescence, l'enfance et l'adolescence n'a pas fondamentalement évolué. En revanche, ils sont un peu plus laissés à eux-mêmes. Et c'est là où intervient la difficulté. Alors, je vais développer un petit peu. Quand vous avez mis vos enfants à l'école, en maternelle ou en primaire, ils savaient un peu parler, ils savaient dire bonjour, merci, au revoir, identifier la maîtresse ou le maître, la direction, etc. Et pourtant, vous avez fait ce travail d'éducation d'une manière assez naturelle et simple, leur apprendre la politesse. Je vais m'arrêter là. En revanche, il faut quand même se dire que vos enfants, ils n'arrivent pas à faire la transposition, parfois d'une manière très naturelle, avec ce que vous leur avez appris dans la vie de tous les jours, et à le transposer dans les mondes numériques. Ce qui fait qu'on a des débordements. Alors on sait très bien qu'une cour d'école, c'est quand même un endroit sauvage, très violent. Surtout pour certains, et j'y reviendrai. Mais la vie est pas évidente, pas facile. Mais alors quand on est encore moins poli et civil par rapport aux autres, ça peut devenir encore plus difficile. Et donc il y a une espèce d'impunité derrière son écran, une impression d'anonymat totalement fausse, qui peut pousser certains et certaines à tenir des propos ou à publier des commentaires ou des photos qui sont au-delà du raisonnable. En tout cas, du raisonnable. Je vais le préciser. Ils ne l'auraient pas fait dans la vie de tous les jours. Et donc notre rôle, nous, en tant que parents, en tant qu'éducateurs, c'est de leur rappeler que les règles qui s'appliquent à la vie de tous les jours sont exactement les mêmes que dans les mondes numériques. Alors, précision, enfin ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, les lois sont les mêmes. Il n'y a pas des lois pour la rue et des lois sur Internet. La loi sur la liberté d'expression est la même. Sur les délits d'opinion sont les mêmes. Que ça soit bien clair, on n'a pas un cadre différent. Et c'est en fait là où vous avez tout votre rôle à jouer et votre place à trouver dans l'éducation des enfants dans ces mondes numériques. C'est qu'en fait, je voudrais vous rassurer, on s'en fiche qu'ils soient sur TikTok ou sur autre chose. Ce qui nous importe, c'est ce qu'ils y font, qui ils vont rencontrer, combien de temps ils vont y passer. Mais ces questions-là, on se les pose en tant que parents quand ils nous demandent d'aller au club de sport ou au stade ou aller retrouver des copains au parc. On se demande où tu vas, avec qui tu y vas, qu'est-ce que vous allez faire. Évidemment, on ne sera pas derrière eux pour savoir précisément ce qu'ils font, précisément avec qui ils sont. Mais on a une idée, et puis ça se base aussi sur la confiance. Alors, en quoi ça serait différent dans les mondes numériques? Je vous pose la question d'ailleurs, et ce n'est pas une question rhétorique. Qu'est-ce qui est plus large? C'est une bonne question. On peut communiquer avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Par exemple, en Inde, aux États-Unis.
C'est vrai. Et en quoi serait-ce plus dangereux que d'aller bagnoder dans la rue? C'est infini, et c'est tout à fait. Oui, oui, mais est-ce qu'on a déjà vu une main sortir d'un écran pour attraper quelqu'un? Donc votre interlocuteur en Inde, il ne pourra pas faire grand-chose à votre enfant. Il sera en fait plus en sécurité dans sa chambre, sur son ordinateur, que peut-être dans la rue. Peut-être. Et inversement, les interlocuteurs peuvent se faire passer pour ceux qu'ils ne sont pas non plus. Alors je vais reprendre parce que comme moi, ma voix doit être enregistrée et pour le streaming, ça sera plus facile. Donc globalement, ce que vous dites, c'est que quand il rayonne dans son quartier, c'est un endroit connu avec un environnement connu dans lequel il sait se comporter, alors que quand il est sur Internet, qui est un monde infini quasiment par définition, les difficultés peuvent arriver à ce moment-là. Il y avait une autre remarque. Vous avez une empreinte aussi qui reste sur le numérique. Je suis entièrement d'accord. Les empreintes, les données, le passage, ce qu'on fait sur le numérique, à moins d'aller graffer sur un mur, mais on peut laisser des traces. Alors, dans un sens, vous avez totalement raison. Il y a une différence énorme. Ah oui, il y avait le micro pour les... Ben, je le saurai pour la prochaine fois. Pour l'année prochaine, c'est bon, je serai rodé. JD, oui, a priori, on a une meilleure connaissance de son environnement immédiat, par définition, plutôt que l'environnement lointain. Néanmoins, il y a des risques qui sont encourus dans la rue qu'on n'encourt pas dans les mondes numériques, et réciproquement. Mais en fait, toutes vos remarques m'emmènent à conclure presque en une chose, c'est que en fait, c'est un monde à part entière. Et il faut en connaître les codes, il faut en connaître le comportement. Mais le comportement à avoir dans les mondes numériques n'est pas sensiblement différent de ce qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Par rapport à l'anonymat, alors, qui n'est pas un vrai anonymat, on est derrière des pseudos, l'anonymat, il peut être levé sur demande judiciaire, c'est compliqué avec les plateformes qui sont majoritairement américaines, qui peuvent rechigner, mais on peut y arriver. Ça avance. Donc on n'est pas complètement anonyme. L'impunité, certainement pas, la loi s'applique. En revanche, ce qu'on peut se dire, c'est que ce sont des sommes de personnes qu'on peut rencontrer, virtuelles du coup, enfin virtuelles, on va parler à des avatars ou à des pseudonymes. Et encore, on n'a pas parlé du métavers, vous savez, l'univers immersif virtuel, mais c'est la même chose. On sera juste avec un casque, au lieu d'être textuel ou visio, éventuellement à discuter avec des interlocuteurs, notre avatar sera immergé dans un monde. Bon, ça ne changera pas fondamentalement grand-chose. On sera en contact avec des gens qu'on ne connaît pas forcément. La question, c'est de savoir comment moi je me comporte et comment eux, ils se comportent à mon égard. Qu'est-ce que j'ai le droit de dire? Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce qu'eux ont le droit de dire? Mais en fait, c'est là où tout votre rôle de parent, eh ben, c'est de faire comprendre aux enfants et à vos petits-enfants éventuellement si vous en avez, que c'est la même chose. Et que la prudence que vous leur avez inculquée de ne pas monter dans la voiture d'un inconnu à la sortie de l'école, je pense que tout le monde a pu le dire à ses enfants, et bien alors là, je rejoins le point. Pourquoi communiquerait-il aussi aisément, facilement avec des inconnus sur les réseaux? Pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, il n'y a pas de main qui va sortir d'un écran. S'il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas de risque. Donc en fait, le rôle des parents, c'est de parler avec les enfants de ce qu'ils font ou de ce qu'ils peuvent faire dans les mondes numériques afin de pouvoir leur faire prendre conscience qu'il y a là aussi des risques, même s'ils se sentent à l'aise sur leur lit, dans leur chambre, de leur faire prendre conscience des risques, que quelqu'un qui prétend avoir 14 ans avec une belle trombine, une photo trouvée sur Internet, n'est pas forcément une personne de 14 ans. Alors je vous rassure, la pédocriminalité en France est très 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 réduite et il y a peu de risques. Tant mieux, on peut s'en féliciter. Mais il y a un risque quand même. Il y a quand même des enlèvements d'enfants, il y a quand même des meurtres ou des viols d'enfants. Donc c'est des risques auxquels, en tant que parent, on ne veut pas avoir à faire face. Et donc on est bien obligé à un moment ou à un autre de les avertir. Vous l'avez fait quand ils sont rentrés à l'école, faites-le de la même manière dans les mondes numériques. Alors pour vous aider un petit peu, j'ai quand même vous donner quelques infos, parce que vous êtes des adultes et vous êtes sur Facebook et Insta, ce qui n'est pas du tout le cas de vos enfants. Alors, les enfants ont des pratiques qui sont évidemment différentes des nôtres, et tant mieux, c'est ce qui fait qu'eux sont des enfants et nous des adultes. Ils ne vont pas sur les mêmes réseaux que nous, et c'est
logique, ils vont nous fuir d'une manière générale, et plus un réseau social vieillit, plus les jeunes s'en éloignent. C'est pour ça qu'on a une progression phénoménale de TikTok en 3 ans qui a pris la 3e place des réseaux favoris des 11-14 ans en lieu et place d'Instagram, alors qu'Instagram, pour les 15-18, reste en tête. Donc on a bien une utilisation de différentes plateformes en fonction des âges, j'allais dire en fonction de génération, mais là vous voyez, les générations elles font 3-4 ans. Hein. Et c'est le cas, hein. Les lycéens trouvent que les collégiens sont des rageux. Eh oui. Donc on a des écarts qui sont phénoménaux entre des classes d'âge très proches. Donc les réseaux sociaux, vous n'avez pas besoin de comprendre dans le détail à quoi ressemble TikTok, comment ça fonctionne et ce qui leur plaît dedans, mais plutôt de s'interroger sur avec les enfants sur qu'est-ce qui t'y intéresse. Et du coup, je comprends un peu mieux pourquoi tu restes potentiellement rivé des heures dessus. Mais ils restent rivés des heures dessus de la même manière qu'ils peuvent rester au parc ou au stade de foot pendant des heures avec leurs potes. Ce qui est intéressant en tant qu'éducateur, c'est de se poser la question de la diversification de leurs pratiques et qu'ils ne soient pas que le nez rêvé sur un écran ou que au stade de foot. Et qu'il y ait une pluralité de leurs actions. Donc c'est plutôt d'être curieux à notre niveau en tant que parents pour pouvoir les aider à bien se comporter. Excusez-moi, le mot bien, il est un peu problématique parce qu'il est très évasif, mais à bien se comporter, en tout cas selon vos préceptes éducatifs, sur les réseaux sociaux ou dans les jeux vidéo ou d'une manière générale dans les mondes virtuels, plutôt que dans les mondes numériques, pardon, plutôt que de chercher à comprendre comment fonctionne YouTube, est-ce qu'ils y voient ou quoi. Parce qu'en fait, un écran en tant que tel n'est pas un problème. Si je rebondis sur YouTube, vous pouvez regarder des trucs je ne vais même pas donner de mots, et puis des choses qui peuvent être aussi intéressantes, constructives, ludiques, qui peuvent les aider. Qui n'a pas été, parmi vous, qui n'a pas utilisé YouTube ou autre chose pour un tuto de cuisine, qu'un tuto de mécanique, et vous avez des profs aussi de physique qui font les cours sur la tension et l'intensité. Donc il me manque un cours, vous pouvez peut-être retrouver ça sur Internet. Ils ont une chance, et nous avons une chance d'avoir une base de données formidable, infinie, profitons-en. Mais profitons-en de manière réfléchie, et surtout quand il s'agit de leur sécurité. Alors comme vous pouvez le voir, dans leurs usages majoritaires, en fait ils sont dans la communication, hein. C'est vraiment les échanges, et notamment les échanges entre pairs. C'est pas une surprise, en fait un enfant et un ado, il a besoin des mêmes choses que les enfants et les ados d'il y a 20 ans et d'il y a 50 ans. Hein. On a besoin d'être admis dans les groupes aussi. Alors, les mondes numériques sont aussi potentiellement des sources de problèmes pour nos enfants et nos ados. Et le premier en tête de liste, c'est quand même tout ce qui est lié au harcèlement. Faut quand même rappeler les bases. Il y a un enfant sur 10 qui est harcelé. Le harcèlement peut commencer dans la cour d'école et se poursuivre sur les réseaux sociaux. Il peut commencer sur un document partagé. Vous savez, quand ils font des exposés en groupe, ça peut commencer là et puis se terminer dans la cour. En fait, c'est protéiforme. À la différence de ce qu'on on a pu connaître, c'est que nous, généralement, quand on était harcelé à l'école, ça s'arrêtait une fois que la sonnerie de l'école avait retenti et qu'on rentrait chez soi. Eux, avec leur téléphone qu'ils ont dans leur poche, ça perdure et c'est incessant. Un enfant qui subit du harcèlement et du coup aussi du cyberharcèlement, je vous le disais, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de frontière avec la fin de la journée d'école. Et c'est une descente qui peut être malheureusement très rapide. Tout à l'heure, Bruno disait il est heureux quand les enfants viennent parler à leurs parents. C'est vrai, mais ça arrive de moins en moins, avec l'âge. Nous, on a posé la question aux élèves, l'enquête que vous voyez, dont vous voyez les résultats, a été menée auprès de 17 000 jeunes de 11 à 18 ans. Les jeunes de 11 à 14 ans vont encore voir leurs parents, mais les 15-18 n'y vont plus. C'est pas illogique, ça paraît plutôt sensé avec ce qu'on peut vivre. Ça veut dire que à 14-15 ans, en 4e, 3e, si votre enfant est victime de harcèlement, elle ne viendra pas forcément se confier à vous. Elle viendra pas forcément, elle va peut-être plutôt chercher des réponses dans son entourage. Mais est-ce que ses copains et ses copines sont
formés pour recueillir la parole de quelqu'un qui est harcelé? Pas forcément. L'éducation nationale, les enseignants, c'est compliqué pour eux parce que quand ils voient un sac à dos renversé, ils voient une action, mais une. Et puis une bousculade, mais ça va être un autre prof qui va le voir. Et si on ne relie pas tous ces points, on n'arrivera jamais à faire une ligne. Et on n'arrivera du coup pas à identifier les phénomènes de harcèlement. Donc en fait, parmi les premiers à pouvoir vous en rendre compte, c'est vous-même. Parce que vous avez votre enfant tous les soirs. Mais donc, pour y arriver, il ne faut vraiment pas hésiter à lui poser des questions de savoir comment ça se passe en classe d'une manière générale, avec ses copains aussi, et de poser des questions sur ses amitiés, mais de la même manière qu'on pourrait les poser sur ses copains de tous les jours, que ce soit sur les réseaux ou pas. Les autres problèmes qu'il rencontre, c'est la publication des... pardon, c'est pas celle-là. La publication des contenus. Alors tout à l'heure, il y avait des photos qui étaient prises, le droit à l'image, l'autorisation. Voilà. Alors, ils voient comment on se comporte, alors ils vont pas faire différemment non plus, on a un peu des exemples, pas forcément toujours bons. Et du coup, ils prennent des photos à tir à l'arigot, ils se filment, et parfois en oubliant parfois peut-être de vivre, ils le vivent par un écran interposé, mais en tout cas, ça fait partie de leur quotidien, et ils publient là aussi très largement. Et donc votre enfant peut se retrouver sur la photo d'un groupe dans une position qui n'est pas forcément reluisante, dans une posture en tout cas qui n'est pas à son avantage, prise par quelqu'un d'autre. Et c'est quasi impossible de faire supprimer les contenus. Donc je ne sais plus, je crois que c'était madame qui disait qu'une fois que c'est sur Internet, en fait ça y est d'une manière permanente, parce que même si vous le faites supprimer, il y a quelqu'un d'autre qui aura pu faire une capture d'écran, une sauvegarde et le republier. Et on a une gamine comme ça qui est un des exemples de harcèlement qu'on prend quand Génération Numérique intervient dans les établissements scolaires. C'est une gamine qui, il y a 15 ans, a fait une vidéo sur YouTube, un rap d'une gamine de 9 ans, donc c'est d'un niveau d'une gamine de 9 ans. Enfin, il ne faut pas être trop exigeant, mais elle s'est pris un torrent d'insultes. Elle a supprimé la vidéo de son compte, mais cette vidéo avait été recaptée par d'autres et republiée sur d'autres comptes, ce qui fait que les insultes auxquelles elle est soumise n'ont pas arrêté. 10 ans après, il y a toujours des vidéos d'Amandine du 38 qui traînent. Donc ce qui est malheureusement valable pour l'une est potentiellement valable pour les autres. Donc soyez vigilants. Mais là, j'ai un moment où je ne vais pas être gentil avec vous, je vais courir très vite. Mais je ne suis pas du bon côté maintenant. Là, le pupitre, il est près de la porte. En fait, je ne vais pas être gentil avec vous parce qu'en fait, on a aussi en tant que... Enfin, avec nous, hein, parce qu'en tant que parents, on a aussi notre part de responsabilité. C'est quand même nous qui avons acheté un téléphone, un smartphone, c'est quand même nous qui payons l'abonnement, c'est quand même nous qui leur laissons ou pas dans leur chambre. Et quand vous voyez les chiffres, ils sont quand même assez éloquents. On a, soit sur celle de droite en bas, il y a 71% des familles qui décident du temps et de la durée de connexion de leur enfant à Internet. Bon, ça veut dire qu'il y en a quand même 30% qui laissent les gamins gérer. Un alcoolique, si vous lui laissez des bouteilles en libre-service, il va y aller. Si vous, dans votre salon, vous laissez un pot de chips ou des M&M's, je ne sais pas si vous préférez le salé ou le sucré, ça va être tentant. Laissez à un enfant son smartphone, il va l'utiliser. Donc, ne soyons pas surpris de leurs usages et de leurs grands usages en termes de durée des réseaux sociaux et des mondes numériques d'une manière générale si nous-mêmes on leur laisse la possibilité. Donc là, de la même manière que nous, on doit cadrer le rythme de la vie familiale, il y a les heures de repas, il y a les heures de sortie, il y a les heures d'amitié, etc. Les heures d'écran sont aussi à réguler de votre côté. Il y a des temps pour travailler, les écrans peuvent être utiles. Il y a des temps pour s'amuser, les écrans peuvent en faire partie, mais pas que, etc. C'est aussi à vous de cadrer leurs usages. Alors, c'est pas forcément facile, c'est... faire face à parfois des discussions, des rébellions, des demandes de négociation, mais là, c'est votre job de parent, d'autorité, d'exemplarité, qui est en ligne de mire. Parce que, regardez quand même le deuxième, il y en a quand même 31% qui se réveillent ou restent éveillés la nuit pour consulter leur téléphone. Alors, c'est lié aussi au mode de fonctionnement des réseaux sociaux qui envoient des notifications pour qu'on n'oublie jamais rien, quoi, parce qu'on n'arrête pas d'avoir des notifications de ci, de là pour savoir, j'ai rien loupé de la dernière saison des Marseillais. Oui, c'était important. Comment aurais-je vécu sans avoir eu cette info? Eux aussi, ils sont pareils. Ils sont raccrochés, c'est leur fil à la patte qui leur tire aussi leur attention en disant, hop,
tu as peut-être loupé quelque chose. Donc, faut pas s'étonner après que les nuits soient courtes, que la présence en classe le lendemain soit peut-être physique, mais pas concentrée et pas réelle, s'il y en a quand même un tiers qui ont des nuits fragmentées à cause de leur vie nocturne. Donc, on a un vrai rôle à jouer. L'école encadre les usages des écrans d'une manière assez stricte et aléatoire, enfin, en tout cas très variable. Donc c'est en effet, Bruno l'a rappelé tout à l'heure, on a interdiction du portable, sauf pour des usages pédagogiques. Donc il y a des exceptions. Eh ben, vous à la maison, et en tout cas quand il n'est pas à l'école, c'est à vous de fixer les règles. Alors de les créer ensemble, ça peut être une solution, de créer les règles de fonctionnement et d'usage des téléphones et des tablettes, ou en tout cas des écrans à la maison ensemble. Ça peut être aussi une solution pour qu'il y ait une prise de conscience totale et familiale de cet enjeu. Voilà, j'ai fini. On a notre cerveau entre les deux oreilles. Il n'a pas tellement évolué depuis 10 000 ans, mais ça, c'est pas grave. C'est un bel outil quand même. Si on ne décide pas, nous, de la manière dont on va utiliser les outils, il risque de prendre le pas. Alors, il y a plein d'exemples qui font que les outils doivent être des aides. Je ne vais pas prendre l'exemple d'un couteau de cuisine ou d'une voiture, mais vous voyez, l'idée, c'est ça peut nous aider. C'est fait pour être utile. Ça peut faire du mal aussi, hein. Et bien là, les outils numériques, les mondes numériques peuvent être utiles, peuvent être nécessaires, peuvent être même indispensables quand on a un enfant hospitalisé pour qu'il puisse suivre ses cours avec les petits robots que l'Éducation nationale a envoyés. Pour voir papy et mamie qui sont à 600 km, faire un Skype ou un WhatsApp ou autre chose, c'est quand même très pratique. Donc ne crachons pas sur tout, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, mais essayons de faire preuve de discernement. Et donc pour faire preuve de discernement, c'est vraiment du bon sens qu'on a tous en soi. On a tous dit à nos enfants, ne crois pas tout ce qui se trouve à la télé, faut rajouter et sur Internet, comme nos parents ont pu nous l'enseigner auparavant. Donc il n'y a pas de révolution, je tiens à vous rassurer, c'est pas insurmontable, c'est juste des petits temps de négo et de friction à la maison. Bon, il y en a déjà eu, il y en aura d'autres, ça dépend de leur âge, pour les sorties, pour autre chose, il y aura des moments de friction, mais j'allais dire, à un moment aussi, je rappelle des bases, à l'adolescence, un ado, il va venir taper dans le mur de l'autorité. Et une des manières de lui montrer que vous l'aimez, c'est de résister et de lui montrer que le cadre, ça reste vous. Ils en ont besoin, c'est aussi une des composantes de l'adolescence. Et les écrans peuvent être aussi un enjeu de rébellion. Donc c'est là aussi où il faudra être encore plus droit dans vos bottes, plus constructif aussi en termes familial, pour pouvoir faire en sorte qu'ils naviguent dans ces mondes numériques de la manière la plus réfléchie, la plus sécurisée possible. Merci. Merci. Alors, pour faire le lien avec ce que Bruno et Cyril ont évoqué, comment se situe l'assurance, voilà, dans ces environnements numériques. Alors juste, je vais vous faire une petite aparté sur la Mutuelle Saint-Christophe. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent. À Mutuelle, on a une super collaboration, bien entendu, avec l'Appel depuis de très nombreuses années. Et il y a une dizaine d'années de ça, ils nous ont permis de faire une rencontre formidable qui est celle de Génération Numérique et Cyril en particulier, et donc ses équipes. Voilà, oui, je parle de toi. Et voilà, parce que aujourd'hui on a un partenariat extrêmement bien établi, et Cyril, donc qui intervient très régulièrement avec ses équipes dans vos établissements scolaires, nous, dans le cadre de la prévention, nous sommes amenés aussi à travailler à financer un certain nombre d'interventions pour les établissements qui sont adhérents à la Mutuelle, et c'est chouette. Et donc il y a déjà une dizaine d'années de ça, la problématique de la e-réputation, le cyberharcèlement pour les élèves s'est faite sentir, et à l'initiative des établissements, d'un certain nombre de délégués de la Mutuelle, les offres ont évolué pour intégrer, notamment pour les élèves, les garanties liées à cette e-réputation, avec justement la possibilité de mettre en relation les familles avec des sociétés spécialisées, Cyril l'évoquait tout à l'heure, qui peuvent procéder soit du nettoyage d'informations sur les réseaux sociaux, sur Internet,
sachant que l'empreinte reste malheureusement ad vitam aeternam malgré tout sur la toile. Ou deuxième possibilité, effectivement, quand les hébergeurs sont plutôt américains ou chinois, où il est difficile de trouver des accords pour faire enlever les contenus problématiques, de mettre en relation avec des sociétés qui font du noyage, c'est-à-dire que on recrée du contenu positif sur la personne, sur Internet, pour enfouir au maximum les informations compromettantes au tréfonds d'Internet. Mais elles existent toujours, mais elles sont plutôt reléguées en bas, voilà, plutôt en bas. Et il y a quelques années de ça également, donc voilà, une dizaine d'années, le besoin s'est fait sentir pour les élèves, et il y a 6-7 ans, cette demande de pouvoir accompagner dans les cas de e-réputation s'est fait sentir aussi au niveau des établissements scolaires, voire des appels. Donc la gamme s'est enrichie également avec un socle e-réputation dans le contrat des établissements qui garantit aussi bien entendu le GEC que l'appel. Donc, à ma foi, pour ceux qui sont à la mutuelle, vous êtes assurés aussi pour ça. Donc voilà ce que je peux dire sur la partie réputation et les solutions d'assurance qu'on peut mettre en regard. Donc vérifiez bien, voilà, dans les contrats que les garanties sont présentes. Il y a un sujet aussi qui est important pour les enfants quand ils sont malheureusement victimes de cyberharcèlement, c'est toute la prise en charge psychologique. L'accompagnement psychologique, parce que souvent c'est voilà une fois que c'est faut que je me mette là. Mettez-vous en lumière. Ah super. Alors on recommence. Donc voilà, une fois que malheureusement donc les enfants qui sont victimes ont besoin d'accompagnement, de suivi psychologique, il y a aussi des choses qui peuvent se mettre en place pour les aider. Donc voilà sur cette partie plutôt liée à l'accompagnement e-réputation. Le deuxième volet que je souhaitais aborder, c'est celui plutôt de l'assurance des matériels. Donc c'est plus en rapport avec ce que Bruno évoquait et tous les appareils tablettes, ordi et autres vidéos qui sont mis à disposition ou achetés par les établissements. Et la question est de savoir voilà, comment ça se garantit. Alors, on peut dire qu'on a 3 grands cas de figure. J'ai l'appareil, par exemple l'ordinateur portable, qui appartient à l'élève. Ça peut arriver, par exemple, pour les élèves qui sont victimes de handicap. Par exemple, un ordinateur qui traduit en braille, pour un élève qui est déficient visuel. Donc là, si l'ordi appartient à l'élève, eh bien, ma foi, c'est à la famille de le garantir, et chez lui, et à l'extérieur de la maison. Plus. Deuxième possibilité, c'est l'établissement qui lui-même investit dans du matériel informatique et le met à disposition des familles. Donc là, il est propriétaire, donc il peut, et d'ailleurs souvent il le fait, il l'assure. Il l'assure, et là on distingue 2 choses. Est-ce que c'est du matériel qui va être nomade, et j'ai besoin de l'assurer aussi bien quand il est dans l'établissement que quand il est pendant le trajet, à la maison, chez l'élève, ou bien est-ce qu'il reste strictement dans l'établissement, et au cas, c'est une garantie un petit peu différente. En tout état de cause, ce qu'il va falloir pour l'établissement bien faire, c'est écrire une convention d'utilisation entre la famille, enfin l'établissement et la famille, une convention de mise à disposition qui régit les droits, les devoirs et les responsabilités et l'obligation d'assurance pour l'un ou pour l'autre. Troisième possibilité, c'est ce qu'évoquait également Bruno, c'est tous les plans liés au numérique, à l'investissement, comment vous avez dit, le socle numérique, où on peut avoir des financements effectivement en tout ou partie de la commune, du département ou de la région. Et là, je dirais que c'est ni blanc ni noir, ça dépend vraiment des circonstances et des régions, parce que dans certains cas, le prestataire qui vend le matériel informatique au département ou à la région ou à la commune prévoit
dans son contrat de maintenance, pardon, également une garantie assurance. Donc pourquoi s'assurer en double? Des fois, il garantit pas, donc c'est à l'établissement de garantir. Des fois, c'est à la famille de le garantir. Donc il n'y a pas de vérité là. En tout état de cause, il faut toujours, et d'ailleurs, quel que soit l'assureur, au moment du sinistre, donc voilà, du vol, de la perte, de la casse de l'appareil, l'assureur demandera toujours la convention de mise à disposition pour savoir voilà à qui incombe la responsabilité de l'assurance et demandera bien entendu une facture. Voilà. Il faut toujours à la base pour pouvoir indemniser qu'il y ait une facture, donc on prouve que l'achat a bien eu lieu, que l'appareil a coûté tant pour pouvoir indemniser la bonne personne du bon montant. Voilà ce que je voulais vous évoquer sur... Je vais me permettre de compléter, parce que je me suis retrouvé dans différentes situations, justement, soit l'établissement, soit collectivité. En tant que parent, quand vous êtes pris dans le fait qu'on va, d'une façon ou d'une autre, mettre à disposition de votre enfant un appareil, vous devez toujours avoir la vigilance de solliciter l'établissement pour savoir qui est responsable. Et l'établissement a lui de savoir si c'est lui qui avait la responsabilité, vous qui en avez la responsabilité, ou la collectivité. Et on a vu des problèmes très complexes parce que certaines assurances ont refusé d'assurer, renvoyant aux familles l'assurance. Donc ça, c'est très vigilant. C'est vrai, oui. Non, c'est pas le tout d'avoir effectivement de chouettes investissements informatiques. C'est à un moment donné... Et c'est comme tout, on peut plus faire les choses à la bonne franquette dorénavant. Il faut écrire donc une convention. Il faut absolument qu'il y ait une convention qui prévoit effectivement ses responsabilités et l'obligation d'assurance pour l'un et pour l'autre. Une fois qu'on a ça, on est tranquille et on est sûr de ne pas faire de bêtises dans le choix de l'assurance et des garanties dont on a besoin. Voilà, je vous remercie. Merci. Juste avant d'amorcer les questions, et peut-être même pour les amorcer, je vais faire une petite remarque impertinente. Lorsque je travaille avec les équipes éducatives, quelles qu'elles soient, je leur dis, avant de fixer quelques règlements intérieurs que ce soit, posez-vous la question de vos usages à vous. Et j'ai envie de dire, soyez très prudents, soyez très prudentes. Vos enfants vous regardent. Et vos enfants apprennent aussi, en vous regardant, les bonnes et les mauvaises manières. Et c'est un des problèmes majeurs qu'il y a, c'est que il fut un temps où mes parents disaient « tu verras quand tu seras grand, pour l'instant tu n'as pas le droit de le faire ». Je peux vous dire qu'avec le smartphone aujourd'hui, ça c'est terminé. Alors, tiens, ça me permet de rebondir aussi sur une remarque que je voulais faire à propos des sessions justement que Cyril et ses équipes organisent dans les établissements scolaires où vous proposez, si j'ai bien compris, des modules de formation pour les élèves, les enseignants, et en fin d'après-midi, souvent, vous proposez des sessions pour la communauté éducative au sens large, y compris les parents, et malheureusement, il y a peu de monde, en fait, qui s'inscrit sur ces sessions en fin d'après-midi, et voilà, ça chaîne avec les usages des parents. Ah, alors, c'est bien. Donc en fait, la question pour le streaming, c'est les horaires qui sont trop tôt, c'est ça, oui. Pour pouvoir assister à ces conférences. Ils ne sont jamais adaptés. Alors, c'est jamais ce qu'il faut. Les horaires, les jours choisis ne vont jamais. Il y a toujours un match de foot ou une occasion qui fait qu'il y a de toute manière très peu de parents qui se présentent. C'était pas le cas il y a 20 ans quand moi j'ai démarré. On avait le phénomène Internet qui était tout nouveau, tout frais, et on avait des soirées à 40-50 parents tous les soirs dans tous les collèges dans lesquels on allait. Alors là, ça pouvait être 18h ou 19h, ça changeait pas grand-chose. On a essayé différents horaires avec les mêmes établissements à différents jours. Vous avez toujours la même poignée de parents qui vient d'une manière générale. C'est pour ça. Alors je dis pas que les horaires 18h pour certains c'est l'heure qu'il faut parce qu'il faut qu'ils rentrent chez eux pour pouvoir avoir une vie derrière. Pour d'autres c'est trop tôt parce qu'il faudrait que ça ait lieu plus tard par rapport à leurs contraintes professionnelles. Donc on n'arrive jamais à satisfaire tout le monde. En revanche, le confinement nous a apporté quelque chose, c'est que ça nous a tous mis derrière un écran et nous contraindre à des visios. Et on a retrouvé, en revanche, là depuis cette année, un effectif de parents lors des réunions organisées par Génération Numérique, enfin en tout cas animées par Génération Numérique,
où on a plus de parents qui sont présents. Alors il y a moins de réunions parce que les établissements scolaires aussi, faut pas non plus les oublier, c'est que quand on fait une réunion jusqu'à 20h ou 21h, il faut qu'ils aient le personnel pour pouvoir laisser ouvert la salle, l'amphithéâtre ou autre chose. Maintenant avec la visio, on n'a plus ces contraintes-là, ça nous offre la possibilité de faire plus de réunions à des horaires plus décalés pour pouvoir répondre à plus de sollicitations. Donc on intervient à la demande des établissements scolaires d'une manière générale, à la demande de quelques appels aussi au niveau local, pour pouvoir justement faire en sorte qu'on vous donne plus de clés que ce que j'ai eu le temps de faire là en 20 minutes. Mais la question des horaires, elle est insoluble. Et puis après, il y a une autre question, c'est que moi, les horaires, j'ai des salariés à gérer. Et oui, et quand ils rentrent... Non, mais pour vous donner une idée quand même, c'est que quand les réunions étaient de 20h à 22h, le temps qu'ils remplissent leur coffre, etc., 22h15, pas avant, ils partaient. Ils rentraient chez eux, parfois c'est à 1h30 de chez eux, et le lendemain, il fallait qu'ils redécollent à 6h. Je suis hors la loi. En fait, globalement, donc du coup, on a été obligé de restreindre les horaires pour des questions aussi de responsabilité pénale de l'employeur. Donc la visio, c'est bien. Et même indépendamment de ça, j'ai fait pas mal de réunions le soir dans l'établissement scolaire à 20h. On a essayé toutes les solutions. Le problème semble plus complexe que ça, mais dans un certain nombre de cas, vous avez raison. Et je l'ai vu même organisé par les parents d'élèves. C'est les parents d'élèves qui même déploraient, parce que derrière, il y a un autre problème de fond, et on vous renvoie à la question. C'est, hormis la question des horaires, qu'est-ce qui peut vous attirer à venir à une soirée comme celle-là sur ces questions du numérique, quoi? Parce que manifestement... Même pour nous, parce qu'on n'est pas à l'abri non plus d'avoir des gens qui nous harcèlent sur Internet. Ah mais vous aussi, oui. Oui. Parce qu'il n'y a pas que les enfants, il y a aussi, je pense aussi, il y a des adultes aussi qui sont harcelés. Donc c'est vrai que ça ne joue pas que sur les enfants, ça joue aussi sur les parents. On y va. Eh ben, vous nous demandez chez Génération Numérique qu'on fasse des interventions pour les parents dont vous êtes les responsables, hein, parce que et il n'y a pas de souci, on se fera une joie. On va intervenir à Pierre Loti à Istanbul, à Meknès au lycée français, etc. Donc si on arrive à le faire à l'étranger de la France, on devrait pouvoir le faire pour vous dans toutes les conditions. Attendez. Attendez. On va vous le redonner après. Il y a une dame là-bas qui va commencer. Et puis on va vous le redonner. Voilà. En fait, je voulais juste... j'entends que vous intervenez finalement pour les élèves et pour les parents aussi. Et est-ce que vous le faites aussi pour les enseignants pour encadrer l'usage en fait de ces tablettes? Parce que moi, je suis une boomer, comme quelques parents ici. Et j'avoue que en fait, j'arrive pas à comprendre comment on peut... l'agenda numérique, par exemple, c'est peut-être une évolution, mais je trouve qu'on ne peut pas demander à un adolescent de se connecter à son portable, de faire son travail, en fait, sans être interrompu sans arrêt par des snaps, par des... Oui, mais là, vous évoquez deux questions différentes, mais c'est intéressant. La première, c'est quelles sont les demandes que font les enseignants aux élèves en matière d'usage du numérique. Ça, c'était un problème, effectivement. Par exemple, quand ils font la classe inversée, ils disent « Vous irez regarder 3 vidéos, etc. le soir. » Est-ce qu'ils ont pris conscience que certains ne pourraient pas le faire, etc. Ça, c'est le premier point. Oui, mais alors, ça, c'est la deuxième question. Oui, non, mais la deuxième question, c'est que là, moi, j'ai travaillé avec des cadres d'entreprise sur cette question-là, la question des notifications. Je crois que, allez, on va vous donner une règle générale, supprimez toutes les notifications, sonores, visuelles et tout, supprimez. Arrêtez, c'est ça qui va vous tuer. Et il faut que nos enfants aillent là-dessus aussi, parce que en fait, c'est une technique que l'on connaît, qui est ce qu'on appelle une mécanique de jeu et une mécanique d'addiction. C'est fabriqué par les concepteurs dans ce qu'on appelle la théorie de la captologie, c'est-à-dire capter l'attention. Ce sont des outils de captation de l'attention. Si on ne travaille pas là-dessus en amont, pour nous-mêmes comme pour nos enfants, effectivement, on risque de ce que vous venez de dire, être tout le temps interrompu. Et pour répondre à votre question, oui, chez Génération Numérique, on organise aussi des réunions pour les personnels, professeurs, infirmières ou autres, pour les aider aussi à mieux comprendre dans le monde dans lequel les enfants évoluent et qu'ils puissent eux aussi capter les messages. Il y avait la question. Non, il y a Madame d'abord. Ah bon, Madame d'abord. Allez, vous voulez. Allez-y. Alors, il y en aura d'abord. moi, je voulais vous dire que le confinement, il nous a quand même permis
de nous renouveler dans nos façons d'interagir avec les parents en tant qu'appel. Et donc nous, on a créé justement des rencontres en visio avec des thématiques où les gens pouvaient s'inscrire. Enfin, on avait donc les fichiers des parents, on pouvait leur envoyer la visio et ils se branchaient à l'heure de la visio, ils participaient. Donc ça, c'est géant. Voilà. Alors, vous avez aussi un certain nombre de structures qui font ce qu'on appelle des webinaires et qui le mettent en ligne. Le vrai problème, c'est que il y en a tellement que quand est-ce qu'on dort? Non, mais je dis ça parce que moi j'ai des sollicitations, j'ai des dizaines de sollicitations de toutes sortes. Hein. Non, mais vous avez raison. Mais il faut aussi se dire que parfois il peut y avoir énormément de sollicitations, hein, malheureusement. Oui, bonjour, Fabien, donc de l'Académie de Toulouse. Une question. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, c'est très intéressant, effectivement. On est une génération. Moi, dans mon établissement, on vous a fait intervenir aussi. Donc maintenant, on utilise le Custodio comme outil pour aider à suivre ce que font nos ados. Vous n'avez pas trop parlé de la notion de perte de temps, parce qu'effectivement, nos ados passent de plus en plus de temps, ça se compte, alors je ne sais plus la moyenne, si c'est 6 heures par jour, mais c'est énorme. Alors, j'entends des discours qui nous disent que c'est pas si dangereux que ça, finalement, c'est de la discussion avec des copains. Par contre, il y a quand même quelques indicateurs, l'augmentation de la myopie, la perte d'attention à l'école, parce qu'ils sont fatigués, ils n'ont pas dormi de la nuit, justement avec les outils, le danger des lumières bleues, des écrans, sur la baisse de sport, d'activité sportive globalement. Et donc, quel est votre regard un peu par rapport à ça? Alors, le numérique a plein d'atouts, j'entends, mais voilà, sur vraiment cette lien avec la santé, avec la capacité à suivre les cours. Combien de verres de vin par jour? Non, pas vous, hein. Je ne me permettrai pas une question individuelle. Ça dépend si c'est du Pacheren Vic-Bilh ou du Madiran AOC. Voilà. C'est une question de dosage et une question d'individualité. Il n'y a pas de réponse. En effet, le nombre d'heures, tout va dépendre de ce que vous allez y faire. Un gamin qui va rester scotché sur des vidéos de TikTok pour se divertir, il ne fait ni plus ni moins ce que Patrick Lelay disait. Moi, je vends du temps de cerveau disponible pour Coca-Cola. Bon. Si il a un usage, évidemment, ils ont le droit de se divertir aussi. Ça serait vache quand même. C'est pas le goulag. Donc, on les laisse aussi se divertir. S'ils préfèrent se divertir avec un écran qu'autre chose, c'est une chose. Mais là où vous pointez quelque chose d'essentiel, c'est il y a une multiplication des activités, parce que sinon c'est de la sédentarité et puis c'est une porte ouverte vers l'obésité. Donc, en fait, c'est le dosage à trouver, c'est vous qui le connaissez le mieux, c'est vous les parents. Mais il n'est pas question d'interdire pour interdire, il n'y a pas de phénomène. Alors, lumière bleue, oui, les yeux sont impactés par les écrans dès lors qu'il n'y a pas de lumière autour. Donc même pour vous, quand vous regardez votre smartphone de chez vous, veillez à ce qu'il y ait de la lumière autour, parce que sinon vos yeux morfleront un peu plus. Il n'y a pas de phénomène d'addiction aux écrans, il n'y a pas d'addiction. Et en effet, en revanche, il y a l'économie de l'attention qui fait qu'on est extrêmement sollicité et qu'ils ont réussi à nous capter. Après, charge à nous de couper. Et quand on est ado, on n'est pas en mesure de couper soi-même, donc il faut qu'il y ait l'adulte qui revienne en disant hey. Ouais. Alors, juste un petit bémol, les arrêtez pas en pleine partie, c'est horrible. C'est horrible. Mais alors je les connais, hein. Ils vont vous dire non, mais j'arrête, ils peuvent en enchaîner une autre. Mais s'il vous plaît, rien que pour eux, parce que moi, quand on m'interrompt dans ma partie, je deviens fou. Hein. Alors, moi je vais rajouter à cela une autre composante. Un jeune, ce n'est pas que des doigts, des yeux et un écran. Un jeune, c'est un corps. Est-ce que nous éduquons la totalité du corps? Eh bien, malheureusement, nous ne le faisons pas suffisamment, et je pense qu'on a fortement intérêt à aussi dans la famille à varier les activités. Je le vois pour mes propres petits-enfants en particulier qui sont tout plus petits, ils ont l'aîné à 8 ans, je les vois comment, si on ne leur donne pas l'intérêt d'aller regarder un jardin, d'aller regarder des fleurs, d'aller jouer au parc d'à côté, de prendre un ballon, etc., il est sûr qu'il y a un moment où l'écran c'est plus facile. Hein, l'écran, parce que c'est facile. Je dis bien que c'est une facilité. Il y a des chroniques récentes qui sont parues de pédiatres, de pédiatres spécialisés sur ces questions-là, qui évoquent justement cette difficulté que nous avons à éduquer l'ensemble de la personne avec l'ensemble des moyens que nous avons à notre disposition. Maintenant, sommes-nous suffisamment disponibles pour ça? Ce n'est pas certain. Alors, il y a une question là-bas et là-bas. Ouais.
Bonjour, Paco, Académie de Rennes. Je voudrais juste revenir sur de la transmission. Ouais. Jusque-là, nos aînés ont transmis leur savoir. Là, l'être humain, alors je voudrais être sûr, je pense que l'être humain, c'est la première fois qu'il invente une machine, l'ordinateur, l'Internet, etc. Et c'est les enfants qui ont pris possession de l'outil fabriqué par les aînés. Oui. Vrai ou faux? Moi, je suis pas d'accord. Non, ils n'ont pas pris possession. Ils savent mieux scroller, swiper, utiliser tous les mots que nous, on ne capte pas, mais ils n'en comprennent pas les tenants, les aboutissants, les enjeux sociétaux, démocratiques, économiques. Et ça, si vous n'êtes pas là pour leur expliquer, ça ne va pas leur être expliqué par qui que ce soit. Enfin, si chez nous, on le fait, génération numérique, mais enfin bon, on voit 350 000 gosses par an, on est loin du compte. Hein. Alors, donc, ils maîtrisent mieux les aspects techniques, immédiats, mais sans forcément avoir la réflexion. Et c'est là où notre job à tous, c'est de leur expliquer que si c'est gratuit, c'est que c'est eux le produit, que ce qu'ils mettent sur Internet, c'est permanent et éternel, que Internet n'a pas a une mémoire éternelle, que Internet c'est public, que quand ils publient quelque chose sur eux, ils dévoilent une part de leur vie privée, de revenir sur les notions de intimité, vie privée, vie publique. Sinon, c'est open bar. Alors, non, mais je suis pas d'accord. Ils vont différemment, ils vont ailleurs. Non, par contre, là où il y a une vraie question sur la transmission, puisque vous évoquez. Alors, il y a une technologie qui a existé avant, qui a été inventée il y a quelques centaines d'années, ça s'appelle le livre. Et avant, c'était l'imprimé. Non, mais c'est pas neutre. Mon collègue Lebrun en parle beaucoup en expliquant que, en fait, nous sommes instrumentés dans nos actions et nous avons inventé un nouvel instrument. Sauf que cet instrument qu'est le smartphone, l'ordinateur, le web en général, avec toutes ses composantes, est beaucoup plus ouvert et permet plein d'autres choses. Quand j'ouvre un livre, alors bon, aujourd'hui il y a des BD, il y a des trucs comme ça, mais enfin disons que les livres sont assez codifiés. Le problème c'est que là, vous arrivez sur un écran, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Et toute la difficulté, elle est de pouvoir identifier cela. Alors, on peut dire tout ce qu'on veut aux jeunes, rassurez-vous, ils vous écoutent pas. Hein, rassurez-vous, ils vous écoutent pas. Par contre, on peut travailler avec eux sur, moi ce que je dis toujours, c'est apprendre à regarder ce qu'il y a derrière l'écran. C'est-à-dire qu'un écran, c'est une surface plane, mais derrière, il y a de l'intention. Derrière, il y a des produits qui nous sont mis en avant. Et puis, il y a du commerce, hein, faut pas se faire d'illusions. Et les travaux de recherche qu'on voit passer, nous, actuellement, accentuent encore plus cette dimension, justement, pression sur l'attention, pression, mais c'est une pression qui n'est pas très honnête au sens auquel je l'entends, c'est-à-dire que c'est une pression d'abord économique et commerciale. Et très difficile d'y échapper. Là-bas au fond et puis là après. Bonjour. Merci beaucoup pour votre optimisme génération numérique sur un sujet qui est un sujet vraiment de crispation et d'anxiété, le numérique pour les enfants. Moi, j'interviens sur du tutorat dans une centaine d'écoles, le soir après les cours, et on échange beaucoup avec les ados. Et en fait, il y a quand même un mot qui est peu ressorti, c'est le mot d'addiction. Et tout à l'heure, vous disiez, bon, combien de verres de vin par jour? Moi, j'ai 30 ans. Si je prends 2-3 verres de vin par jour, peut-être qu'assez vite, je sens un phénomène d'addiction s'installer. Je pense qu'un ado, il lui faut un demi-verre. Et alors, je ne suis pas un spécialiste, je voudrais bien que vous puissiez réagir sur cette question. Moi, ce que je constate juste, c'est que le soir après les cours, quand on fait parler les ados, eh bien, il y en a pas mal qui ont des addictions de pornographie. En fait, pas mal. Beaucoup plus qu'on ne peut le croire ou oser l'imaginer. Peut-être à tel point qu'il y a beaucoup de parents qui n'ont pas forcément envie de trop creuser parce que c'est un peu vite inquiétant. Et puis, les jeux vidéo, c'est pas un truc marrant. C'est vraiment une addiction de masse, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire sur l'addiction et est-ce que vous avez quelques métriques ou quelques retours qui nous permettent d'essayer d'avoir quelques bonnes pratiques quand on est des éducateurs ou des parents qui ont envie de faire quelque chose d'un peu courageux et d'un peu adapté à une génération qu'on a quand même un peu de mal à appréhender quand on est des adultes construits. Alors, je vous ai montré tout à l'heure une série de mots qui terminaient par addiction. Mais avant, j'avais mis dépendance, passion, intérêt.
La première question qui se pose, c'est de savoir à quel moment on bascule de l'un à l'autre et qu'est-ce qui fait qu'on bascule de l'un à l'autre. Alors, je vais partir par l'addiction parce qu'on a des cas très précis. Dès lors que vous avez un renversement, ce que j'appellerais de la vie sociale ordinaire, il faut vous inquiéter. C'est-à-dire dès lors que les repas ne sont plus contrôlés, dès lors que les horaires ne sont plus contrôlés, à l'intérieur de la famille, je dis bien. Alors à ce moment-là, il faut absolument entrer dans un dialogue, voire dans ce que disait Cyril tout à l'heure sur, le non doit arriver. Non, N-O-N. Alors, ce non, après ça, il doit être travaillé avec l'enfant. Mais attention, c'est souvent des dépendances, c'est pas toujours des addictions. L'addiction a une définition très précise en psychiatrie, et nos collègues qui travaillent depuis de nombreuses années sur cette question-là maintenant nous ont bien démontré qu'il y avait une frontière entre les deux. Le problème, c'est la dépendance déjà. La dépendance, c'est le fait de jouer sur des faiblesses. Et vous avez raison, les jeux en jouent parfaitement, parce que je parle, les mécaniques de jeu, c'est extrêmement connu, comment on fait pour maintenir l'intérêt, pour capter, la fameuse captologie dont je parlais tout à l'heure. Donc là, c'est extrêmement difficile de s'en défaire. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant sur le niveau d'usage de l'enfant. Et c'est avant que ça ne déborde qu'il faut avoir déjà des dialogues avec l'enfant. Le problème, c'est que très souvent, on a le dialogue beaucoup trop tard avec l'enfant. C'est-à-dire que lorsque on intervient, c'est que c'est déjà arrivé le problème. Et malheureusement, c'est là que c'est extrêmement difficile. Il faut un travail de très longue haleine dans le dialogue. J'ai travaillé avec des parents là-dessus. C'est extrêmement compliqué de rattraper il faut reconstruire à l'envers, si vous voulez, le lien. Et en particulier, c'est le lien enfant, monde extérieur, enfant, adulte. C'est extrêmement compliqué. Donc Bruno m'a laissé la pornographie. Donc j'ai répondu à la deuxième partie de question. Non, mais parce que on consulte pas les mêmes sites. Globalement, en fait, le mot addiction, il est galvaudé, il est utilisé à tort et à travers. Donc quand un enfant, un ado, ou même nous, on utilise le mot addiction, c'est pas de l'addiction au sens médical. Il n'y a pas d'addiction aux écrans au sens médical. Il y a en effet des phénomènes de comportement addictif ou de dépendance. Donc en effet, c'est aussi une maîtrise. Quand je prenais l'exemple, l'analogie peut-être un peu douteuse avec le vin, c'est une substance qui peut rendre qui peut rendre addict puisqu'il y a un transfert chimique. Donc la pornographie, 50% de vos gosses ont déjà vu du porno à l'âge de 10, 11 ans max. Bon. Oui. Et le porno que vous avez vu, peut-être, ou l'image que vous vous en faites, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils voient. Mais, alors, le siège en rotin, on l'a plus. Maintenant, il y a mieux maintenant. Vous étiez chez Emmanuel, ils sont chez Jackie et Michel. Alors, non, mais sans blaguer, la pornographie pose un problème en tant que tel, puisqu'elle galvaude les rapports humains. Entre garçons et filles, entre garçons et garçons, entre filles et filles, leur rapport au corps, leur rapport à la performance sexuelle. Et c'est un sujet qui est vraiment pas évident à traiter en famille. Et pourtant, Dieu sait que le constat est là, ils y ont accès très facilement avec leur smartphone. Il faut juste dire qu'on a plus de 18 ans. Alors, il y a des procédures qui sont mises en place en ce moment pour essayer de limiter. Les Anglais se sont cassés le nez, les dents dessus il y a 18 mois. Ça a été une usine à gaz, ils ont fait machine arrière. Donc, c'est pas simple. Donc, il est plus facile pour nous, en tant que parents, de leur dire, écoute, ça, c'est pas pour toi, c'est violent. Je t'explique en quoi. Je fais un parallèle avec des images violentes parce que c'est exactement le même principe. C'est pas de ton âge. Il y a la recommandation du CSA, maintenant de l'ARCOM, c'est interdit aux moins de 12 ans, interdit aux moins de 16 ans. La pornographie, c'est interdit aux moins de 18 ans. Bon, c'est bien pour les protéger notamment d'eux-mêmes. Nous, ce qu'on constate, c'est que dans les classes dans lesquelles on va, on intervient, on a un module spécifique pour parler justement de ce rapport au corps et de ce rapport à l'autre, qui est complètement foutu en l'air depuis 2002 et le Loft Story. Donc vous avez le Loft Story, Jean-Édouard et Loana dans la piscine, des parfaits inconnus avant l'émission qui deviennent célèbres alors qu'ils n'ont rien fait, c'est pas Pierre et Marie Curie. Encore que, on ne savait pas ce qu'ils faisaient non plus, hein. Et vous avez en même temps l'avènement d'Internet et l'explosion du premier réseau social mondial qui est Skyblog en 2004, réseau social français. Donc, donc nos enfants de 2003-2004 ont pu essayer de devenir célèbres en n'ayant rien fait, par notoriété. Donc quand vous ajoutez ça, un rapport au corps,
des filtres Snap ou de ce qu'on appelait Photoshop, donc de la retouche, vous pervertissez complètement l'image du gosse par rapport à la normalité, la beauté, ce qu'il doit être. Donc vous avez des photos de gamins en torse nu qui essayent de bander les muscles, alors un ado de 13 ans qui bande les muscles, dans la salle de bain, ou les filles qui prennent des postures où il faut tout voir. Alors à la fois elles se tournent, je peux pas, à la fois il faut montrer un peu l'arrière-train, les seins et la bouche en cul de poule. Ça, c'est les représentations de la normalité, de la beauté actuellement. Charge à nous de leur expliquer que c'est pas ça. Charge à nous de leur expliquer que ce qu'ils voient dans les scènes porno, parce qu'ils vont y aller, c'est pas la réalité. Que ce sont des performances, qu'on n'est pas obligé d'accepter les trucs à plusieurs. S'ils veulent le faire, ils le feront. Enfin, je suis pas, moi, père la morale. Mais que ça soit un choix consenti, libre et éclairé presque. Et que ça soit pas sous la contrainte ni d'une vidéo visionnée, ni d'un groupe. Vaste sujet. Allez, à vous de jouer. Juste un complément. Malheureusement, on est dans le cas de l'inversion de la preuve. C'est-à-dire que on nous demande à nous de réagir, de faire, je dirais, des actions à la place des gens qui devraient le faire. Qui devraient le faire? Ce sont ces plateformes en premier, et les gens qui les autorisent et les gens qui les financent. Parce que c'est en amont que ça se situe. C'est-à-dire que si en amont, tout ça n'était pas complètement une source de revenus et de profits considérables, ça n'existerait pas. Donc il faut aussi agir, vous en tant qu'adulte, en tant que parent responsable, en tant qu'adulte responsable, agir aussi pour que ces sources-là se tarissent en amont. Parce que sinon, on va passer notre temps à nous dire « Ah ben c'est vous les parents, hein, vous êtes responsables, hein, c'est à vous de vous débrouiller. » Oui, mais est-ce que je peux me débrouiller quand je vois la puissance de feu de ça? Le Conseil d'État vient de retoquer une interdiction pour certains certains sites pornographiques de bloquer l'accès. Hein. Le Conseil d'État, là, ça date de 2 jours. En même temps, vous avez le député Studer qui a imposé la mise en place d'un contrôle parental sur tous les logiciels et terminaux qui vont être donnés. Il l'a fait là en janvier, le texte est paru au BO. Il y a des gens qui essayent de faire des choses. C'est très compliqué actuellement, très compliqué. Avant de vous passer la parole, juste parce qu'il parle du contrôle parental ou des outils, les mots de passe, faites-les compliqués. Hein. Il y a des tutos qui existent pour péter des mots de passe. Donc ne mettez pas un truc... faites des phrases, hein, avec des mots spéciaux. Il y a la question de monsieur. Ça marche? Oui. Merci. Merci. Ah, madame. Non, Julien Tafono, donc appel 94. C'est vrai que depuis le début, on a une approche individualiste de la chose. J'aurais une approche un peu plus de groupe. Et la question qui en dérive, c'est comment lutter contre ces phénomènes de groupe. Et notamment quand vous présentiez les réseaux sociaux, les jeux vidéo, pour moi il y a un phénomène en plus qui est en train de se développer, c'est les jeux vidéo réseaux sociaux, et qui entraînent de grands mouvements de groupe. Et il y a eu il y a 2-3 ans le phénomène 2016 bashing, où des groupes d'adolescents estimaient que les plus jeunes venaient les faire suer sur les réseaux sociaux, que c'était leur terrain de jeu. Oui. Il y a eu 2010 là. Ou 2010, là, pardon. Oui, mais il y en avait d'avant. C'est juste qu'ils n'ont pas été repris médiatiquement. Mais ça existe. Et du coup, là, on est au-delà de l'individualisme, parce que là, c'est carrément des phénomènes de groupe et du lynchage public de groupe. Non pas contre une personne, mais contre un groupe de personnes et un groupe de sociétés. Et là, effectivement, autant individuellement, je me sens capable de pouvoir protéger un individu, un enfant, mais un groupe entier qui serait lynché. Et là, quel conseil, comment voyez-vous l'approche? Nous, on travaille sur l'empathie. En fait, je dérive pas sur le printemps arabe qui a été causé notamment par les réseaux sociaux, mais ça peut emmener. On voit bien que les réseaux sociaux emmènent sur des révolutions. Vous parlez effectivement de phénomène économique, phénomène sociétal, et la puissance de feu est énorme. Et ça, la puissance de feu, c'est quelque chose qu'on peut pas maîtriser. Ça, c'est mon sentiment en tout cas. Et surtout en ce moment. Hein. À cause de l'Ukraine, excusez-moi. Oui, non, mais j'avais compris. Mais pas de souci. Non, mais vous dites ça, mais en fait, c'est le problème des masses, de la massification. Mais c'est un phénomène qui, malheureusement... vous avez vu les attitudes lorsqu'il y a eu les Pokémon? Les attitudes de groupe, les attitudes de troupeau, c'était quand même assez impressionnant. Ça a disparu. Bon, il y a des effets de mode, hein, faut se méfier, il y a des effets de mode. Et ça peut être aussi assez troublant. Donc il faut être assez vigilant.
mais on ne peut pas lutter contre des effets de groupe dans la mesure où aujourd'hui, c'est même, comment dire, il y a alors ça me dérange beaucoup en plus, il y a une hypermédiatisation d'un certain nombre de phénomènes de groupe. Quand je dis une hypermédiatisation, c'est que il faut pas séparer les médias traditionnels des médias aujourd'hui, des médias contemporains. Ils sont imbriqués l'un dans l'autre. Et en fait, aujourd'hui, la télévision, la radio, etc., utilisent complètement les réseaux sociaux et les utilisent même comme source d'information pour eux. Ce qui fait qu'ils ont tendance à amplifier. On l'a vu sur les Pokémon, on le voit sur plein de trucs. On l'a vu ça d'ailleurs à la rentrée sur ce que vous évoquiez, hein, sur la fameuse affaire du 2010 et autres. En fait, d'un seul coup, un petit phénomène local devient un très grand phénomène parce qu'il a été relayé. Du coup, il génère une inquiétude, il génère une curiosité, et du coup, on est tous pris dans la boucle. Donc, dès lors qu'on est nous-mêmes des amplificateurs de ça, on participe même de ce problème-là. Donc, il faut être très vigilant, et puis il faut râler contre les grands médias aussi, car ils ont encore une influence beaucoup plus grande qu'on ne l'imagine. Beaucoup plus grande qu'on ne l'imagine. Si vous êtes d'accord, encore 2 questions, parce que je ne voudrais pas que vous loupiez votre avion. Donc, je vous en prie, madame. Ben, vous me raccompagnerez. Hein. Bonsoir. Moi, je ne vais pas les laisser en plan, il y a des questions. On est là jusqu'à 8 heures. Hein. Oui, bonsoir. Bonjour. Donc, alors, je ne suis pas contre le numérique, pas du tout, mais j'ai 2 questions rapides. Nous avons un établissement tout numérique, c'est-à-dire que les livres des élèves sont sur le numérique, je suis parent. Les livres sont sur numérique, donc ils ont des devoirs, donc il faut utiliser les livres. École directe numérique, donc messagerie numérique. Seulement, quand mes enfants travaillent, ils sont sur des devoirs, ils partent rapidement sur Internet ou n'importe quoi, YouTube. Donc je suis tout le temps vigilante à passer par les fenêtres, regarder l'écran et tout. Pour moi, c'est bien d'avoir du numérique, puisque avec le Covid, ça a permis d'avoir les visios, les cours à distance. Mais que pensez-vous de cette partie qu'on ne maîtrise pas totalement? Ça, c'est la première question. La deuxième question, vos livres, vos ouvrages, éduquer avec le numérique, inverser la classe, sont-ils disponibles ici? Absolument. Merci. Et si vous voulez, même je signerai. S'il faut. Merci. Parce que mon train est un peu plus tard. D'accord. Alors, maintenant, pour essayer de répondre à votre première question, c'est qu'en fait, il faut aussi que les enseignants fassent très attention à ce qu'ils demandent. Les devoirs à la maison, ça a toujours été une boîte noire. Elle est en train de s'ouvrir et effectivement, il faut que les enseignants fassent très attention. Ceci dit, quand ils donnent des travaux à faire, derrière ça, c'est un peu comme pour les autres travaux, je dirais. Est-ce que tu vas faire ton travail ce soir? Est-ce qu'on prend un temps ensemble? Moi, il me semble que, sur les plus petits en particulier, moi, je recommande toujours que, après un temps d'accroche, quand l'enfant rentre à la maison, il y ait un temps où, ensemble, on se met ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on fait faire le travail de classe, mais où on est avec l'enfant pour ce travail de classe, chez les plus petits en particulier. Après, chez les plus grands, en général, ils vous envoient balader. Mais en même temps, c'est le problème de la notion de secret de l'enfant par rapport aux adultes. Dans l'espace familial, alors tu me diras ce que tu en penses, mais pour moi, dans l'espace familial, il faut éviter que systématiquement, il y ait cet espace secret et que on ne puisse jamais y rentrer. Et en général, c'est souvent un mauvais signe lorsque, d'un seul coup, et de façon systématique, on ne puisse plus entrer en dialogue. C'est pas que je veux savoir, je veux pas contrôler tout ce que tu fais, mais j'aimerais bien qu'on en parle. Voyez? Moi, je suis d'accord avec toi. J'ai de la chance, hein. Non, tu auras le droit de prendre ton avion. Il n'y a pas à sanctuariser. Moi, je me souviens au tout début donc je vous dis, des réseaux sociaux Skyblog en 2004-2005. On avait travaillé avec un collège à Vincennes et le principal avait reçu une mère de famille qui était montée dans les tours en rentrant comme une furie dans son bureau en disant: vous avez regardé dans le journal intime de mon fils. Ouais, et sur Skyblog, c'est public, madame. Hein. Donc non, c'est un journal intime en rien. Maintenant, je comprends l'idée. Donc, en effet, vous n'avez pas forcément à aller regarder le détail, de la même manière que l'exemple que je donnais tout à l'heure, quand ils sortent avec leurs copains qui sont au parc, on n'est pas dans le détail de la conversation et de ce qu'ils vont faire. En revanche, on sait globalement où ils sont, avec qui ils sont et pendant combien de temps. Voilà. Une juste mesure. Une dernière question. Dernière question, Alexandre de Bretagne, là. Donc, je voudrais partager 2 choses avec vous.
La première, c'est mécanique. La deuxième, c'est intrinsèque. La première, mécanique, c'est quoi? Tous les gens qui utilisent un portable deviennent handicapés. Ils ont perdu l'usage d'une main. Donc c'est un petit peu embêtant parce que ça peut générer des accidents. À 40, bientôt, les puces qu'on mettra, qu'on implantera dans la main pour libérer qu'on puisse utiliser nos deux mains. Et le deuxième, c'est intrinsèque. Ma fille me dit, mon téléphone, c'est ma pensée, c'est mon cœur, t'as pas le droit d'y toucher. Et alors, là, ça commence à devenir un peu inquiétant. Alors, essayez de réécouter ce que disait Michel Serres à propos de son ordinateur. Il y a une très belle conférence qu'il a faite en 2007 à l'INRIA, aux 50 ans de l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique et en automatisme, où il raconte l'histoire de l'évêque de Saint-Denis. Et l'évêque de Saint-Denis, de qui on coupe la tête et la tête tombe. Et miracle, dit Michel Serres, Saint-Denis ramasse sa tête et continue de parler. Et il dit, moi, mon ordinateur, c'est la même chose, vous voyez. Ma tête, maintenant, c'est mon ordinateur. Alors, c'est une image, évidemment, mais en fait, la réalité, elle est là. Nous externalisons un certain nombre de nos fonctions. Ça ne veut pas dire que nous sommes devenus manchots, ça veut dire que depuis qu'on a inventé, ne serait-ce que le marteau, mais le silex, on a essayé d'instrumenter nos pratiques pour nous faciliter la vie. Si on n'avait pas eu le silex, je pense qu'il y aurait encore des mammouths sur Terre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le silex, ça leur a permis de les tuer, et de se battre contre eux et de les découper. Donc, c'est un peu tout le problème. Mais même chose, un outil est bon, mais un outil peut être aussi mauvais. Alors après ça, à nous, en tant qu'adultes, d'en réguler les usages, non seulement localement, mais aussi au niveau plus politique. Oui, Éric Durieux appelle Picardie. Je crois que moi, l'Internet, j'ai pas du tout le même rapport parce que je travaille avec, je suis dans l'informatique. Et j'ai montré à mes enfants, finalement, que c'était pas les réseaux sociaux, Internet, il n'y avait pas que les réseaux sociaux. On pouvait faire des choses formidables avec l'informatique. Je leur ai montré la programmation, le codage, des choses comme ça. Et je leur interdis pas du tout les jeux en réseau parce que pour moi, c'est l'avenir. Toutes ces choses-là, il faut pas du tout être rétrograde. On dit, bon, les réseaux sociaux, mais avant, il y avait la rumeur, il y avait les lettres anonymes, il y avait tout s'amplifie, mais ça a toujours existé, comme la pornographie. Nous, on avait une autre pornographie. Il faut leur expliquer que maintenant, elle va plus vite, c'est pas la réalité. Mais je crois qu'Internet n'est pas plus dangereux qu'autre chose. Avant, on disait aux jeunes, moi, ma mère me disait, reste pas toute la journée devant la télé. Mais il n'y avait pas encore Internet. Il y a un mot-clé que nous renvoie aussi bien un chercheur comme Hartmut Rosa ou comme le fait aussi Dominique Boulier récemment, c'est accélération. Nous avons, avec le numérique, accéléré, augmenté un grand nombre de nos activités et c'est ce qui les rend encore plus spectaculaires, mais aussi peut-être plus dangereuses parce que ça va trop vite. Peut-être faut-il apprendre à ralentir.